est bon. Vous avez un petit chat en bas à droite. Alors ceux qui, je vois des gens qui sont déjà connectés par ailleurs, Clarisse, Paul. Donc vous connaissez le fonctionnement. N'hésitez pas à faire un petit message dans le chat, nous confirmer que ça fonctionne. Vous présenter aussi et nous dire ce que vous faites là. Le but, c'est vraiment d'avoir tous ensemble un échange avec Laurent Guida, qui est responsable de la transition climatique chez Equance sur les activités solaires, data center, stockage. Laurent, j'oublie rien. Il y a d'autres activités, mais bon, Ok, bon, on tu pourra les énumérer repréciseras. après. Et sur la zone Europe, et Laurent va nous présenter bien sûr la stratégie en quelques mots d'Equance sur l'aspect transition climatique. Avant de revenir, et là c'est vraiment le but, sur son métier, sa vision de la transition, de la transformation des organisations, et aussi ce qu'il fait lui-même pour se nourrir et progresser sur ce métier qui est, on verra, passionnant et challengeant. Alors, bienvenue Jean-Louis, bienvenue Clément, bienvenue Tchèque, bienvenue Diana, bien sûr, Pierre, Sébastien, Thierry. N'hésitez pas à mettre des petits mots dans le chat. Le but, c'est de réagir aussi en direct. Comme ça, on pourra lire vos réflexions, vos interrogations. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger ensemble. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que vous m'entendez bien avec un petit mot dans le chat? Ah, alors c'est moi qui n'ai pas mis le... Ah bah bonjour à tous, c'est super. J'avais pas mis le chat, je suis désolé. Super. Bonjour Jonathan, Carole, merci. Paul, Diana, super. Eh bien, écoutez, on va démarrer sans plus attendre. Laurent, ben, pour démarrer, je vais te demander de te présenter brièvement. Puis après, j'ai ajouté, inséré quelques slides qui donnera un peu d'illustration sur la stratégie d'Equance. Voilà, si tu arrives à nous résumer tout ça en 2-3 mots. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Ravi de venir témoigner ce matin. Comme le disait David, donc je suis en charge des sujets climat, environnement pour un périmètre Europe chez Equance. Donc périmètre qui regroupe des équipes en Allemagne, Autriche-Hongrie, Croatie, République tchèque, Italie, UK et deux grosses business units en France. Super. Et est-ce que tu veux nous présenter la stratégie? Peut-être tu voulais continuer, je t'ai coupé. Non, mais je vais. Donc Equance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nouveau groupe en fait qui a un peu plus de 2 ans maintenant, qui vient d'une émanation en fait d'Engie, d'une partie d'Engie dont Engie a souhaité se séparer, et une fusion avec les équipes de Bouygues Energy Services. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 90 000 collaborateurs présents dans plus de 20 pays. On fait 19 milliards de chiffre d'affaires et on est sur des sujets de la transition énergétique, de la transition digitale et de la transition industrielle. Et donc on a une vision aujourd'hui en fait qui est de devenir le leader incontesté dans l'accompagnement et dans l'accélération surtout de la transition de nos clients vers un monde bas carbone et résilient. Et de par nos métiers, en fait, c'est ce qui nous permet en fait de se dire qu'on veut devenir ce leader incontesté. Donc, comme je vous le disais, on est sur la transition énergétique, la transition industrielle, transition numérique. Donc, l'objectif dans la transition énergétique, c'est de développer et d'accélérer les énergies décarbonées, de maximiser l'efficacité énergétique. Dans la transition industrielle, on est sur la décarbonation des process industriels de nos clients, le monitoring de leurs process pour qu'ils consomment moins, et puis contribuer à la réindustrialisation industrielle de la France en participant à la construction de gigafactories de batteries ou autres. Et transition numérique, en fait, on en a besoin aujourd'hui pour collecter un certain nombre de données pour piloter nos installations et optimiser en fait tout ce qui est
efficience et efficacité énergétique. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc sur la production d'énergie, on construit des fermes solaires en France et à l'international. Alors en France, surtout des fermes qui vont de quelques mégawatts à quelques dizaines de mégawatts, et à l'international, surtout Australie, République dominicaine, Japon. Là, on est sur plusieurs centaines de mégawatts, avec des centrales solaires, surtout en Australie, qui peuvent atteindre plus de 500 hectares de panneaux. Capter les émissions de CO2, donc là, c'est une nouvelle activité pour nous, pour développer en fait de l'hydrogène vert, et pour développer aussi tout ce qui est autour du marché des e-fuels. Et sur le consommé, donc plus local, donc là on a des enjeux sur la mobilité, sur les consommations électriques. Donc on intervient beaucoup sur les systèmes d'éclairage intelligent dans les territoires. On intervient aussi donc sur la production de chaleur, des réseaux de chaleur. On développe beaucoup de systèmes avec des pompes à chaleur aujourd'hui. Et puis tout ce qui est électrification pour le véhicule électrique, avec le déploiement de bornes IRVE. Super. Alors Laurent, merci pour cette présentation rapide de l'activité, du périmètre d'Equans, Bouygues et Énergie Service. Alors ce qui est intéressant avec ton parcours, Laurent, c'est que tu as un important historique dans le métier de la qualité, de la sécurité, de l'environnement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait plus de 30 ans que tu es dans ce métier, donc tu es vraiment là depuis… plus de 30 ans, oui. Depuis plus de 30 ans, voilà. Donc, du coup, tu as engrangé énormément d'expérience sur justement donc la RSE, mais la transformation des organisations au global. Donc là, on le voit d'une organisation qui est quand même énorme. On parle de 90 000 personnes. Tu as un périmètre sur l'Europe. Et voilà, tu es intervenu d'ailleurs dans 100 leaders pour la planète pour partager ton retour d'expérience. C'était hyper intéressant. Et je voulais que tu reviennes sur justement… avant d'entrer plus dans les aspects communs de la transformation, mais quelle est aujourd'hui, selon toi, puis avec ce que tu as pu voir aussi comme étude pour quantifier, la perception des enjeux de transition, de RSE dans les entreprises au global? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, par rapport à quand j'ai démarré début des années 2000 sur ces sujets, où là on était encore un peu vus comme des ayatollahs de l'écologie, et c'était vraiment les prémices, donc il n'y avait pas encore vraiment d'implication, je dirais, des salariés. On en était vraiment tout au début. Il y a eu une forte progression là sur, je dirais, 25 ans. Par contre, on voit encore qu'aujourd'hui, malgré qu'il y ait eu une forte progression, et surtout ces dernières années, il y a encore un certain nombre de points qui échappent. Typiquement, quand on le voit dans une étude du baromètre Segos, 33% encore de collaborateurs ignorent si leur entreprise a une fonction dédiée à ce sujet. Donc, on voit qu'il y a encore des progrès à faire, même s'il y en a énormément qui ont été faits. Et la RSE, voilà aussi, il y a 39% qui ne savent pas ce que cela recouvre précisément. Et pourquoi? Parce que en fait, la RSE aujourd'hui, c'est vraiment très large. On peut y mettre, c'est un peu un fourre-tout des fois. Donc, on y met beaucoup de choses. Et donc, si je demandais à chacun d'entre vous de me donner une définition de ce que c'est que la RSE, je pense qu'on aurait autant de définitions que de personnes. Donc, pour certains collaborateurs, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de se dire, oui, ok, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça recouvre, la RSE? Laurent, donc sur justement ces aspects de connaissance de la RSE, est-ce que pour toi, ça veut dire que la RSE fait pas encore assez bien son métier, ou au contraire, peut-être qu'elle infuse sans que les gens l'aperçoivent? Comment tu analyses cette méconnaissance?
Alors, cette méconnaissance, je vais prendre l'exemple typiquement d'Equance. Equance, on a des activités de gens qui sont plutôt sur de l'ingénierie, du process, dans les bureaux. Et puis, on a tous les collaborateurs sur les chantiers qui sont, je dirais, plus éloignés de tous ces sujets, qui ont leurs préoccupations au quotidien et qui entendent moins parler de tous ces sujets de RSE. Et donc, je dirais, c'est plus compliqué d'approcher en fait cette cible-là, qui est vraiment diffuse, hein, parce que des chantiers, on en a au niveau du groupe des milliers. Et donc, en fonction, je dirais, des entreprises, de la façon dont elles sont structurées, on va avoir plus ou moins en fait de mobilisation et de salariés qui vont être au courant et impactés par la RSE. Ouais, justement, tu me tends la perche et je vais aller sur la slide sur l'implication des collaborateurs. Comment aujourd'hui mobiliser l'ensemble de l'entreprise, surtout, alors tu nous diras hein, combien vous êtes à peu près sur les équipes vraiment dédiées à la RSE par rapport au nombre de collaborateurs, mais comment mobiliser des collaborateurs qui sont parfois éloignés de ces préoccupations. Alors, déjà, je voudrais juste compléter. Typiquement, moi, je vois par rapport au périmètre que je couvre, donc avec 8 pays différents, il y a le problème aussi culturel. Et on le voit en fait entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la République tchèque, la Hongrie, l'Autriche. On n'a pas du tout la même culture et on n'a pas du tout la même approche de ces sujets-là. Et typiquement, la République tchèque, où je dirais les collaborateurs sont des gens qui sont très, très attachés à l'environnement. En fait, dès qu'ils quittent le travail, ils vont se promener dans la nature. C'est des gens qui sont très proches de la nature. Mais aujourd'hui, le sujet climat, en fait, ce n'est pas un sujet pour eux. Pourquoi ? Parce qu'on en parle très peu dans la presse. C'est très peu évoqué par le gouvernement. Donc, on ne peut pas avoir la même approche, je dirais, sur un pays par rapport à l'autre. Et il y a vraiment une différence de maturité qu'il faut prendre en compte, parce que sinon, en fait, on se plante rapidement. Ouais, alors, je pense, je dirais, mais c'est aussi un peu le message, je saute sur cette slide, mais que tu vas nous donner là, tout au long de la discussion, un peu ton retour d'expérience, to do, not to do, on va dire, mais voilà, c'est vrai que le message, tu en restais quand même à expliquer, hein, que chaque organisation, chaque entité, chaque personne était différente, et finalement à dire qu'il n'y avait pas non plus, c'était quelque chose de très complexe, systémique, il n'y avait pas de potion magique pour reprendre ton expression. Oui, en fait, ce que je veux dire par là, on ne peut pas se dire, tiens, il y a un livre, je vais lire un livre qui va m'expliquer comment je mets en place une stratégie RSE dans une entreprise. Non, en fait, la stratégie RSE, elle est vraiment adaptée à la culture de l'entreprise, à son niveau de maturité, à les métiers dans lesquels, en fait, elle exerce son activité. Et donc, on ne peut pas se dire, je vais calquer en fait une stratégie dans une entreprise comme je vais la calquer dans l'autre. Et même au sein, comme je disais, même au sein d'une entreprise, en fonction des entités, des niveaux de maturité, il faut vraiment qu'on s'adapte. Donc, typiquement, sur la France, je vois, on a fait énormément de sensibilisation, de formation via la fresque du climat, des ateliers d'automne, inventons nos vies bas carbone. Et on n'a pas du tout la même approche, je dirais, sur les autres pays. Et donc, pour impliquer, quand tu reviens sur cette slide-là, pour moi, il faut vraiment changer le mindset. Ça, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est le plus compliqué et qui va prendre le plus de temps. Alors, quand je dis changer le mindset, c'est de se dire à un moment donné, quand on va prendre un nouveau projet, c'est commencer à introduire la notion de carbone. Comment, en fait, on va pouvoir réduire les émissions de carbone, mais pas seulement, c'est être plus efficace sur la partie énergétique,
mais c'est prendre en compte aussi la biodiversité, les ressources naturelles. Donc, c'est complètement changer l'approche en se disant, voilà, on ne peut plus réfléchir comme on réfléchissait avant. Il y a un certain nombre de paramètres maintenant qu'il faut prendre en compte, mais ça, c'est pas évident. Et donc, ça se fait au fur et à mesure. Moi, pour tout vous dire, en fait, j'avance plus rapidement avec certaines entités qu'avec d'autres. Pourquoi? Ben, en fait, je me dis, il y a certains que je vais appeler des champions qui sont hyper motivés. Donc, on va avancer rapidement avec eux. Et puis les autres, ben, on va avancer, mais beaucoup moins vite, et on va aller à leur vitesse aussi. Ce qu'il faut éviter, je pense, c'est de brusquer et de vouloir imposer. Parce que surtout sur ces sujets-là, si on impose et si ce n'est pas les équipes qui, elles, s'imprègnent du sujet et commencent à déployer des solutions, ils vont dire, oh là, ça vient encore du corporate, c'est quelque chose qu'on nous impose. Et donc, ils vont le faire parce qu'ils vont se sentir obligés, mais derrière, en fait, ça ne va pas durer très longtemps et ça ne va pas aller bien loin. Alors, oui, effectivement, on a eu cette discussion dans l'année où c'est vrai que les fonctions RSE, c'est des métiers qui sont en transverse des autres entités. Donc, il y a vraiment cette approche où vous devez motiver, mobiliser, donner envie, donc sans imposer pour pas braquer. Et effectivement, alors j'en reviens là-dessus, et puis après, on va aller, je vais t'interroger sur quelques Rex, mais finalement, tu disais que ta vision du métier, c'était de vraiment que les dimensions environnement soient infusées donc, chez les collaborateurs, chez ces champions. Et tu as dit cette phrase, j'aurais réussi lorsque finalement ton poste n'existera plus. Oui, effectivement, mais je dirais, ce qui m'a beaucoup servi, je dirais, sur les métiers de la RSE, c'est mon expérience en fait dans la qualité, parce que en fait, dans la qualité, il faut avoir la même approche. En fait, si vous imposez un certain nombre de règles, il y a des choses qu'il faut imposer, mais on ne peut pas tout imposer, parce que si vous imposez uniquement, en fait, vous n'obtiendrez jamais l'adhésion des équipes. Il faut réussir à comprendre en fait quelles sont les attentes des équipes, quels sont leurs besoins et comment. Et en fait, il faut les faire travailler en fait pour qu'il y ait un certain nombre d'idées qui viennent du terrain. Et c'est ce qu'on développe aussi typiquement pour sensibiliser les collaborateurs sur les chantiers. On se dit, aller parler pendant 3 heures de fresque du climat, qui est quand même très théorique, ça ne va pas aller, ça ne va pas leur parler. Il faut qu'on soit beaucoup plus dans le concret. Et donc là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a développé en interne un jeu de cartes, qui est un peu un vie ma vie CO2 sur mon chantier, c'est-à-dire, en fait, je dois aller sur mon chantier, comment j'y vais? Est-ce que j'y vais en voiture, tout seul, ou alors avec d'autres collègues? J'y vais en train si c'est loin, j'y vais en avion. Et à chaque fois, en fait, dans chacune de ces cartes, on a un poids carbone. Donc le collaborateur, en fait, en jouant, il peut se rendre compte, en fait, en fonction de la solution qu'il va choisir, quelle empreinte il va avoir. Et donc là, on l'a aussi après sur la vie, sur son chantier. En fait, je suis dans ma base vie. Je vais boire 5-6 cafés dans la journée. Est-ce que voilà, j'ai mon mug? Est-ce que à chaque fois, je prends un gobelet en plastique? Le soir, je vais à l'hôtel en fonction du repas que je vais prendre. Et puis là, sur mon chantier, en fait, en fonction des équipements que je vais prendre, est-ce que j'ai un équipement thermique, un équipement électrique? C'est quoi la différence? Donc, c'est vraiment quelque chose de très concret pour faire prendre conscience en fait aux équipes de l'impact qu'on peut avoir. Super. Alors, d'autres personnes nous ont rejoints là pendant qu'on démarrait. Bienvenue Guillaume, Jean-Louis, Clément. Voilà, je lis les premiers noms pseudonymes que je vois dans le chat. N'hésitez pas à partager dans le chat justement qui vous êtes, vos objectifs par rapport à la transition climatique, ce qui peut vous empêcher d'avancer. C'est intéressant là pour échanger ensemble et bien sûr poser
vos questions à Laurent. C'est vraiment fait pour ça, hein, ce webinaire, pour échanger. Laurent, on va parler là, tu parlais de sensibiliser tout le monde. On va revenir aussi sur comment toi, tu te sensibilises, tu te formes, ainsi que tes équipes, tes champions, avec notamment 100 leaders pour la planète. On vous en parlera. J'aurais aimé que sur enfin, la mobilisation, j'affiche ce slide-là, mais que tu présentes peut-être des retours d'expérience, des projets concrets. Moi, tu nous as présenté plusieurs au cours de l'année dans le programme Leader pour la planète, puisqu'il y a beaucoup d'échanges entre pairs. J'en avais gardé un en tête qui était, en tout cas, qui m'est marqué sur les emballages dans la communication. Est-ce que tu as des projets comme ça que tu peux nous partager sans trahir de secret? Non, oui, alors je peux vous partager des projets qui ont plutôt bien marché, et puis d'autres où je me suis pris des murs parce que en fait c'était trop tôt, oui, voilà, c'était pas le bon moment, ou on m'avait mal présenté. Donc déjà un projet qui a marché, donc j'ai fait 14 ans chez Bouygues Télécom, dans 11 ans à la RSE, où j'ai mis en place toute la démarche et la structuration de la stratégie RSE, en pilotant un certain nombre de projets, dont des projets d'éco-conception. Et vers la fin des années 2000, on s'est posé la question, en fait, sur la carte SIM que vous avez dans vos téléphones mobiles, quand vous allez la récupérer en boutique, la carte SIM, elle est très petite, mais elle est intégrée sur une carte qui est à peu près la taille d'une carte de crédit. Sauf que cette carte, c'est du plastique. Et une fois que vous avez détaché votre carte SIM pour la mettre dans votre téléphone, cette carte-là, elle ne vous sert plus à grand-chose, voire à rien. Et donc, c'était dit, en fait, il faudrait on réduise en fait ce plastique, parce que aucune utilité, et c'est de la ressource de matière première qui est utilisée pour pas grand-chose. Et donc, on a commencé à travailler avec nos fournisseurs sur le sujet. Ils nous ont dit, oui, là, il faudrait qu'on revoie nos process industriels. Si vous êtes les seuls à le demander, on ne va pas le faire uniquement pour vous. Après, on a un autre qui est revenu en nous disant, OK, on peut vous proposer en fait une carte réduite de moitié. Donc, ça commence à nous intéresser, mais quand on a creusé un peu le sujet, on s'est aperçu que en fait, le process était le même, sauf qu'il coupait la carte à la fin, et puis il y avait une partie qui partait en déchets. Donc, on s'est dit, non, là, ça ne marche pas. Et puis, on a réfléchi plus globalement, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand vous alliez récupérer votre téléphone avec votre carte SIM, la carte SIM, elle avait un emballage qui était dans un carton, un format taille A5, avec un suremballage plastique par-dessus. Et puis dedans, vous avez votre petite carte SIM avec une grosse dock commerciale. Mais dock commerciale, comme à l'époque, vous étiez encore abonné pour 12 à 24 mois, la dock commerciale, vous ne la regardiez pas parce que 12 mois après, elle était périmée. Donc, en fait, il y avait beaucoup de plastique aussi et de carton qui partaient à la poubelle. Donc, on a fait une étude d'éco-conception. Et on s'est aperçu que en fait, l'impact le plus important, il n'était pas sur la carte en elle-même plastique, le support de la carte SIM, mais sur l'emballage. Et donc, on a travaillé en fait sur l'emballage, et on est arrivé à se dire, en fait, plutôt que d'avoir ce carton pelliculé avec un emballage plastique par-dessus, plus une doc qui fait 50 pages dedans, et en fait, on va le remplacer par une enveloppe papier, et on renverra, en fait, on mettra l'URL sur le site internet de Bouygues Télécom pour les clients qui veulent en savoir plus. Et alors là, on a eu, un tollé du marketing qui nous disait, mais vous ne voyez pas, les clients, ils vont jamais accepter. Faisons le test. On a fait le test, 3 mois, on n'a eu aucun retour client. Au contraire, les clients étaient satisfaits parce que, en fait, ils en avaient moins à mettre dans leur sac. Et donc, on a développé cette solution, et on a pu gagner sur une année. À l'époque, on déployait à peu près 3-4 millions de cartes SIM. Ça a dû, si je me rappelle bien, on devait économiser un peu plus de 500 tonnes de carton, et puis je ne sais plus combien de plastique.
Mais voilà. Donc, il faut faire attention des fois aussi aux fausses bonnes idées. C'est pour ça qu'une analyse de cycle de vie complète est bien souvent utile et elle vous permet aussi de déplacer des impacts. Typiquement, sur la carte SIM, on avait regardé aussi pour remplacer le plastique traditionnel donc issu du pétrole par un plastique, je dirais, biosourcé à partir d'amidon de maïs. Et on s'est aperçu que, en faisant l'analyse de cycle de vie, que pour produire du maïs, c'est beaucoup d'eau, c'est des pesticides. Et finalement, en fait, on déplaçait les impacts. Et à l'époque, alors peut-être que maintenant, on arrive à avoir des plastiques biosourcés, je dirais, avec un moindre impact sur l'environnement, mais à l'époque, entre du plastique biosourcé et un plastique issu du pétrole, la différence, elle était vraiment minime. Ok. Et alors donc, en fait, là, finalement, si on voit sur les 2 retours d'expérience que tu nous as partagés, finalement, il y a un moment quand même de mesure d'audit des Oui. empreintes carbone, matière. Après, vous avez quand même fait face à des freins côté production fournisseur, côté marketing, commerce. Parce qu'il y a toujours ces contraintes, voilà, la priorité reste quand même de maintenir et de développer même le business. Et donc, ce que tu expliques, c'est que finalement, tu as pris ton bâton de pèlerin pour aller ensuite convaincre les différentes fonctions que ça serait une bonne idée. Pour les aspects environnementaux, mais aussi pour le client, de changer la manière de faire pour intégrer ces enjeux. Et je peux partager aussi un Bien gros sûr. flop qu'on a eu, mais c'est toujours à l'époque chez Bouygues Telecom. On avait décidé, toujours vers la fin des années 2000, avec Nokia, qui était encore à l'époque le numéro 1 mondial, mais plus pour longtemps, de sortir un téléphone éco-conçu, un peu plus, je dirais, vert que les autres, et en se disant, on pense que ça peut vraiment marcher. Et en fait, on a fait un véritable flop parce que c'est pas du tout, je pense qu'on était beaucoup trop en avance et c'est pas du tout ce qui intéressait les clients à l'époque. Donc, on a fait cette tentative et on a fait quelques centaines de ventes sur toute la France. Et ça, tu penses c'est une question de timing? Tu penses que c'est quelque chose qui marcherait plus aujourd'hui ou Alors, dans la téléphonie, je suis même pas sûr parce qu'aujourd'hui, en fait, les clients sont encore attachés à je veux mon iPhone, je veux mon Samsung et je veux le dernier cri. Donc, Ok. En tout cas, merci. Là, je vois des personnes qui check. Merci de présenter. Donc, tu travailles dans le 100% électrique, dans les bus. Clément, Cassignol, les personnes qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à vous présenter, bien sûr, et puis à échanger à réagir, à échanger avec Laurent. Laurent, on et va aller surtout, un si vous peu. n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Pas d'accord, peut-être après, voilà, des personnes ne vont pas être d'accord justement un peu sur les to-do, les notes to-do que tu préconises. Hein, ça, je me rappelle, ça avait fait débat dans 100 leaders pour la planète. Justement, on va parler un peu de comment, alors je mets des belles images, mais vous donner le contexte, comment justement toi tu te mobilises. Tu mobilises aussi tes champions et vous formez, parce que tu as parlé de sensibiliser et de former plus globalement le groupe, avec justement 100 leaders pour la planète, hein, qui est ce collectif et cette formation vraiment pour les managers, les dirigeants qui souhaitent comprendre les mutations éco-énergétiques, le nouveau paradigme éco-énergétique, comme on le dit et on le dit chez nous, et avec vraiment cette approche d'aller dans le concret. Tu as parlé d'aller dans le concret et cette expédition assez exceptionnelle qu'il y a eu dans l'année, puisque vous êtes allé lors d'une learning expédition, donc en sus du parcours global, vous êtes allé à la mer de glace et constater justement les effets du réchauffement climatique avec des plus jeunes. Et je voulais justement que tu m'en parles à travers ton approche pour toi, te former, te mobiliser, ce que pouvait apporter ce type d'expérience et le fait de se former aussi dans cet écosystème qui est celui de 100 leaders pour la planète et de 5T. Alors,
effectivement, la formation, c'est vraiment, quand on est dans les métiers de la RSE, c'est vraiment un sujet primordial. Pourquoi? Parce que, en fait, ça évolue en permanence. Et moi, quand j'ai commencé, début des années 2000, je n'avais aucune formation sur le sujet environnement ou sujet RSE. D'ailleurs, on ne parlait même pas des RSE, on parlait plus de développement durable à l'époque. Euh, et il n'existait pas, ou très peu, de formation, je dirais, sur ces aspects-là. Il y avait des formations très expertes sur des sujets liés à l'environnement, mais des sujets, des formations plutôt générales qui abordaient plus globalement les aspects développement durable ou RSE, il n'y en avait pas. Et donc, il a fallu que je me forme sur le tas en allant chercher de l'info via des livres, sur Internet, en rencontrant le réseau, rencontrant beaucoup d'autres acteurs, d'autres entreprises partagées. Ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement riche. Et donc là, au fur et à mesure, je me suis formé et il y a maintenant plus de 2 ans, il y a eu cette formation, 100 leaders pour la planète. Comme chez Equance, on était partenaire de 5T et que voilà, 5T nous a présenté en fait cette formation-là, je me suis dit, ouais, effectivement, intéressant. En regardant de plus près la formule avec les masterclass, les conférences, les rencontres entre les participants, les séances de coaching, c'était vraiment très complet. Ça répondait vraiment à mes attentes, mais je me suis dit, si je le fais, c'est intéressant pour moi, mais ça ne va pas me permettre d'accélérer la diffusion en interne. Et il faut que j'accélère. Aujourd'hui, on a besoin d'accélérer en fait toute la diffusion de cette formation sensibilisation, je dirais, dans les entreprises. Et donc, je suis allé voir mon DG et je lui ai dit, voilà, cette formation m'intéresse, mais il ne faudrait pas que je la fasse seule. En fait, il faudrait qu'on ait des managers aussi de différentes BU, des patrons de BU, qui la fassent également. Et donc, la première année, on a été 5 d'Equance à Wind Energy Service Equance à faire cette formation. Et qui nous a apporté énormément. Moi, tous les retours que j'ai eus, c'est très riche. C'était des patrons de BU qui n'avaient qu'une vision, je dirais, pas très large de la RSE. Et via ces masterclass, ces conférences, ils ont pu avoir une vision beaucoup plus systémique, beaucoup plus large. Et ça leur a permis aussi d'infuser en interne, de sensibiliser leurs collaborateurs et de le prendre mieux en compte en fait dans leur quotidien. C'est vrai qu'il y a un gros sujet collaboration, en fait, coopération dans les sujets de transformation. Tu parlais du métier RSE qui est transverse et du besoin d'embarquer les partenaires, le scope 3, etc. Donc finalement, on est dans des métiers aujourd'hui qui sont très spécialisés de par comment est structuré notre monde, qui est compétitif. Donc il y a besoin d'être spécialisé, mais en même temps, aujourd'hui, on a besoin au contraire de revoir nos visions pour prendre en compte les externalités au global, comprendre les différents métiers. Et effectivement, c'était le but de cette vision systémique et celle finalement portée par le think tank E5T et Myriam Maestroni, sa présidente, qui aussi, et moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu à l'époque, avant que j'entre vraiment chez E5T, c'était qu'il y avait cette vision aussi. Alors on a parlé du rationnel quand tu parlais de mesurer les effets, mais il y a aussi tous les soft skills, tout le leadership, tout l'aspect émotionnel qui est extrêmement important. Et je pense d'ailleurs, cette expédition à la mer de glace en septembre, ça peut être des choses. Moi-même, au début, je me suis dit, quand même, ça va être peut-être long, 4-5 jours. On sait que le temps est très, très pris. C'est pas facile pour vous, hein, les managers, les dirigeants, de prendre du temps. Malgré tout, on voit vraiment que ce contact avec le concret, avec le terrain, je pense, voilà, c'est des choses que vous gardez en vous. Et notamment, et je te laisse rebondir, à un moment tu parlais avec des jeunes, tu disais, mais le métier de la RSE, c'est un métier finalement de passion,
parce que quelque part, tu l'as dit tout à l'heure, hein, le Graal, c'est que vous, c'est que vous disparaissiez. Donc finalement, vous gagnez quand les autres vont sur scène à votre place. Et en plus, vos actions ne sont pas toujours extrêmement quantifiables, mesurables. Donc ça demande beaucoup aussi de persévérance et d'humilité. Mais je vais te laisser justement rebondir aussi sur ce passage particulier et sur les aspects soft skill leadership à travers cette expédition. Oui, et puis je vais revenir un peu sur cette expédition et sur cette Learning Expedition de septembre, qui était vraiment. J'avais des attentes fortes, mais en revenant, ça a été, je dirais, au-delà vraiment de tout ce que j'attendais. Pourquoi? Parce que ben voilà, on a passé vraiment une semaine extraordinaire où on a pu partager avec d'autres sans leader, mais aussi avec des jeunes issus de quartiers défavorisés qui, pour la plupart, en fait, découvraient la montagne pour la première fois. Et qui, quand voilà, on échange avec eux, on se rend compte que, mais ça aussi c'est bien parce qu'on retombe un peu les pieds sur terre, c'est que leur approche en fait des enjeux climatiques, des changements climatiques, en fait, elle est très loin de la nôtre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur quotidien, en fait, eux, leur objectif, c'est de trouver du travail, de conserver leur travail, de pouvoir arriver à vivre la fin de mois sans trop de difficultés, de pouvoir aussi, pour certains, peut-être aider leur famille. Donc, une approche qui est totalement différente et puis je dirais des attentes sur les enjeux climat, en fait, qui sont totalement différents. Et quand on parle d'empreinte climat, ben nous, en fait, avec des déplacements professionnels, on est sur de l'avion, tout ça. Eux, l'avion, pour la plupart, ils ne l'avaient jamais pris. Donc, ils ont déjà une empreinte carbone qui est beaucoup plus réduite que la nôtre, mais c'est pas voulu, en fait, c'est parce que, ben, en fait, ils n'ont pas d'autres possibilités aujourd'hui. Et on voit, en fait, cette force, c'est de vouloir s'en sortir. Et je pense que cette semaine de partage a été extrêmement forte. Et je devrais dire aussi que quand on est allé sur la mer de glace, alors j'avais vu des reportages, j'avais vu des photos, mais quand on le voit de visu, en fait, on prend vraiment une grosse claque. Que quand on se rend compte, en fait, de où elle était, cette mer de glace, il y a un siècle, et où elle est aujourd'hui, et que en fait, elle a perdu énormément sur les 10 dernières années, on se dit, ouais, là, il y a vraiment un problème et il faut vraiment qu'on accélère parce qu'aujourd'hui, si on n'accélère pas, on va se prendre un mur. Et alors, moi, je reste optimiste. Hein. Je me dis, voilà, oui, il y a de grandes chances qu'on se prenne le mur, mais maintenant, en fait, c'est soit on continue comme un bolide et on se prend le mur à 200 à l'heure et on va avoir à faire face à tout un tas de contraintes et ça risque d'être très compliqué, ou alors on accélère la transition et en fait le mur, on se le prendra beaucoup moins vite et on fera face à beaucoup moins de contraintes. Beaucoup moins de contraintes, puis aussi, on le voit, beaucoup d'opportunités, beaucoup Il y a des d'innovations opportunités. Ouais. pour s'adapter parce que le monde change et je pense qu'on le voit très bien justement dans des programmes comme dans un programme qui je pense est assez unique pour justement cette vision systémique qui est sans leader pour la planète. On voit aussi qu'il y a un océan d'opportunités. Moi, je le constate de plus en plus que j'ai la chance d'être au cœur de ces enjeux de transition énergétique. Et puis là, de manière plus globale, avec E5T en son cœur, en tant que directeur de 100 leaders par planète, je vois vraiment voilà, comment finalement la connaissance, la coopération, le lien entre les personnes, parce que dans la formation, il y a beaucoup aussi de mise en relation, permet de créer des nouveaux projets, de nouvelles manières de faire, justement, pour s'adapter et créer de nouvelles opportunités. Donc voilà, on peut aussi, face à ce changement climatique qui peut paraître, c'est vrai, hein, quand on était sur la mer de glace, on peut devenir sombrer dans l'éco-anxiété, mais en fait, derrière, quand on s'ouvre les yeux sur ce qui se passe, on voit qu'il y a des chemins et il y a des manières justement pour se transformer. Alors le temps est passé parce que c'est passionnant de t'écouter, Laurent. Il nous reste officiellement 5 minutes, mais on va peut-être déborder légèrement. Je voulais te faire réagir sur... moi, j'ai bien aimé, hein, j'ai gardé la slide,
tu as fait un jeu des 7 erreurs et je voulais que tu puisses réagir dessus, alors soit sur toutes, soit sur quelques-unes, et puis n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord ou pas en commentaire, à ne pas faire sur la transformation de l'entreprise. Oui, alors, en fait, ce jeu des 7 erreurs, en fait, ce sont que des retours d'expérience, en fait. Alors, c'est ma propre expérience, c'est ma vision aujourd'hui. Je pense que vous pouvez avoir d'autres visions, et ça, je le partage totalement, hein, mais voilà, moi, de ce que j'ai pu vivre, je me dis, voilà, il y a vraiment 7 erreurs qu'il faut éviter de faire, et que je me contrains justement tous les jours de me dire, attention, là, est-ce que tu n'es pas dans une de ces 7 erreurs? Donc, le premier, en fait, c'est de vouloir imposer par la contrainte. Alors, on réussit, par la contrainte, on va réussir, mais on ne va pas engager les personnes. Et donc, ça va marcher quelque temps, et puis après, ça va vite retomber, en fait. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, oui, on est vraiment très fort pour contourner les contraintes. Donc, il faut engager les équipes, il faut réussir, et il faut pas avoir une démarche top-down, mais il faut vraiment que ce soit les équipes les idées viennent du bas, en fait, et qu'elles s'approprient, en fait, toutes ces initiatives pour décarboner, pour améliorer leur empreinte. Ne pas être un donneur de leçons, parce que, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas à 2 tonnes. Et pour être à 2 tonnes, c'est extrêmement compliqué. Donc, je ne vais pas aller voir des collaborateurs en disant, non, mais attends, là, tu n'es pas bon, tout ça. Non, en fait, il faut vraiment rester sur le positif, et il faut, voilà, les engager, aller plus loin. Et on l'a vu quand on a fait justement les ateliers d'automne, on voit que où on part aujourd'hui, on est dans des moyennes plus pour autour de 8 à 10, 12 tonnes pour la grande majorité. Et d'atteindre ces 2 tonnes, c'est extrêmement compliqué. Alors, on se dit, ce qui est bien en fait dans cette animation, c'est de voir que, en fait, on peut y aller par étapes. Et il y a des choses auxquelles on ne pensait pas, en fait. C'est pas si compliqué que ça d'y aller, de manger un peu moins de viande, de prendre plus souvent les transports en commun. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses, et surtout aussi, une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est voilà, on n'est pas en RSE, on n'est pas des super-héros qui vont sauver le monde. Pour moi, en fait, ce sont les collaborateurs. Alors, des fois, ça peut paraître un peu, on se dit, mince, mais moi, je ne suis pas sur le devant, c'est eux. Mais en fait, vous aurez gagné en fait quand ça sera les collaborateurs qui seront sur le devant de la scène et qu'on ira féliciter. Vous êtes en fait, et ça c'est, je dirais, toute l'expérience dans la qualité qui me l'a appris, ça, c'est qu'on est une fonction support, on est au service d'eux. Et on est là pour accompagner, pour mettre en avant les équipes opérationnelles. Et il n'y a qu'en mettant en avant ces équipes-là que vous réussirez en fait à diffuser plus largement. D'ailleurs, je vois réagir dans les commentaires. Donc, oui, les slides seront partagés. Enfin, c'est le replay sera partagé dans la newsletter 100 leaders pour la planète. Et bon, cette erreur très pertinente, complètement d'accord. C'est le message que je vois. Pierre, Clarisse, merci. Clément aussi qui réagit. Par contre, j'estime en tant que référent RSE, on doit montrer l'exemple. On est des ambassadeurs. Peut-être tu peux réagir sur l'exemplarité. Je te vois. Alors ça, je suis totalement d'accord avec ça. On doit être exemplaire. Si on n'est pas exemplaire, en fait, on n'est pas crédible. Et on est des ambassadeurs. Mais malgré ça, je dis, voilà, moi, je ne m'estime pas être un super-héros. Je ne suis pas à 2 tonnes aujourd'hui, donc je n'irai pas donner de leçons. Mais par contre, voilà, en termes d'exemplarité, ça, c'est quelque chose que je travaille au jour le jour, parce que je me dis que je ne peux pas aller dire à un collaborateur, mais pourquoi en fait tu prends ta voiture alors que tu pourrais prendre le train? Si je dois prendre le train, je vais le prendre le train. Même si voilà, ça doit me prendre plus de temps, mais aujourd'hui, je vais éviter tant que je peux, typiquement quand je vais dans les pays,
de prendre l'avion, sauf si j'en ai pour une journée et que j'ai des contraintes derrière. Et puis c'est vrai qu'il y a le sujet aussi dans ces logiques de transformation. Après, on devra aller sur la fin parce que le temps passe, mais c'est bien de voir que les débats se font. Effectivement, la mobilisation, Clarisse insiste dessus sur de la direction générale et du CODIR pour que ces thèmes RSE, développement durable soient justement portés, que vous ayez mandat pour les porter. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr qu'il faut embarquer le CODIR et très rapidement, mais je dirais que ce n'est pas suffisant. Vous pouvez avoir un CODIR qui est totalement conscient et qui est totalement, je dirais, convaincu. C'est aussi tout le management intermédiaire. Et c'est là où c'est peut-être la plus grosse difficulté, parce que le management intermédiaire, des fois, il a des objectifs en termes de rentabilité, en termes d'avoir fini son projet à telle échéance, et de se dire, en fait, je vais rajouter des critères RSE dessus, ça va me faire perdre en termes de rentabilité, ça va me faire perdre du temps. Donc, c'est le management intermédiaire, je pense, qui aujourd'hui est pour moi, en fait, dans mes expériences, c'est toujours le management intermédiaire qui a été le plus compliqué à convaincre. Super intéressant. Et puis, Kitane qui réagit effectivement tout changement dans les organisations qui ne sont pas armées de dispositifs de sensibilisation, d'accompagnement, mais je pense que tu l'as bien dit, sont voués à l'échec. Il y a vraiment besoin de sensibiliser et d'accompagner. Voilà, alors Pierre dit, une fois convaincu, le CODIR adapte les objectifs des N-1, mais oui. Ok, mais c'est pas suffisant. Mais pas que, voilà. Parce que, ou alors, en fait, parce que si le N-1, il va avoir un objectif dans sa feuille de route de l'année, en fait, il va faire cet objectif-là, mais peut-être qu'il n'ira pas plus loin. Et un autre qui sera sensibilisé, il se dira, ok, je fais mon objectif, mais je vais en faire d'autres à côté. Donc, les objectifs, c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment, en fait, que le management intermédiaire soit sensibilisé, convaincu et qu'il accélère cette transition. Alors, on va aller sur la fin et je te laisserai le mot de la fin, Laurent. Mais avant ça, voilà, je voulais quand même vous rappeler ce qu'était l'écosystème E5T, acronyme pour énergie au pluriel, efficacité énergétique, environnement, économie et territoire. Voilà, qui est un think tank qui existe depuis plus de 15 ans, qui est présidé par Myrem Maestroni, qui est une ancienne dirigeante de Primagaz, et puis qui a fondé Économie Énergie il y a 12 ans, qui a été leader, qui est toujours leader dans les travaux de rénovation énergétique, qu'elle a revendu au groupe La Poste, et donc elle a fondé cet écosystème qui compte plusieurs milliers de membres, qui fait des universités, des TEDx, des tables rondes, justement pour comprendre, sensibiliser et connecter tous les acteurs moteurs, justement pour faire cette transition, cette transformation écologique avec cette vision vraiment, on l'a vu, systémique, décarbonation, régénération, nouveau modèle d'affaires, leadership, avec cette vision très positive et optimiste, parce qu'on en a besoin. Et de ce think tank, au sein de ce think tank, est né ce programme 100 leaders pour la planète, dont Laurent vous a dit quelques mots de par son expérience, et dont les inscriptions sont actuellement ouvertes. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à nous écrire pour justement en savoir plus sur ce programme. Laurent, pour terminer, du coup, je voulais te laisser le mot de la fin. On n'a pas parlé, mais moi, il y avait un message. Alors, tu avais fait l'image du colibri au Canadair. Ça m'avait beaucoup marqué. Check, oui, le programme, pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez un bouton en haut pour prendre rendez-vous. Comme ça, on pourra vous donner toutes les informations. Et ça m'avait marqué, Laurent. Donc, effectivement, ta vision au global, tes partages d'expérience. Et alors là, j'ai remis cette image sur Canadair, parce que ça marque toujours les images. Mais est-ce que tu as un message final à nous faire passer avant de conclure? Alors, j'ai deux messages. Le premier, sans faire de publicité, je dirais, inscrivez-vous à 100 leaders. C'est vraiment honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a très peu de formations de ce niveau-là.
Vous avez vraiment des experts qui interviennent sur les conférences et masterclass. C'est très riche dans le partage des expériences, les Learning Expeditions. Ça peut vous aider en termes de coaching aussi par rapport à ce que vous devez déployer dans votre entreprise. Donc, c'est très complet. Franchement, n'hésitez pas. Et le deuxième message, c'est de dire la RSE, oui, il faut vraiment être convaincu pour être dans la RSE. Il ne faut pas être impatient parce que c'est du long terme. Moi, je vois, ça fait maintenant 25 ans que je suis sur le sujet. Ce n'est pas demain encore que mon poste sera supprimé. Mais voilà, en fait, ça avance. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des murs, d'avoir des échecs. Il faut savoir rebondir. À un moment donné, il faut se trouver des champions. Ça, je pense que c'est important, en fait. Il ne faut pas vouloir sensibiliser tout le monde en même temps, en fait. Il faut vraiment se choisir ses champions et aller avec les champions, les faire avancer. Après, eux avanceront rapidement tout seuls. Et les autres, en fait, à un moment donné, ils verront qu'ils sont en retard, donc ils se diront, il faut qu'on y aille aussi. Mais perdez pas de temps avec ceux qui sont un peu moins motivés. Allez direct avec les champions, avancez avec eux. Et vous verrez en fait que les autres avanceront, je dirais, naturellement derrière. Et voilà, donc c'est de la longue haleine. Il faut, par moment, en fait, oui, on peut être déçu, on peut avoir des moments de doute, mais voilà, il faut toujours savoir rebondir. Si vous prenez on vous ferme la porte, en fait, il faut savoir passer par la fenêtre à côté. Il faut en permanence rebondir, s'adapter, se former. Voilà ce que je dirais. Ben merci Laurent, je pense qu'on va conclure sur ces bons mots, ce message. Merci pour ton témoignage, ton tour d'expérience inspirant. C'est toujours bien de démarrer la journée avec des messages comme cela. Je vous remercie à tous de vous être connectés. Le replay sera envoyé à travers la newsletter. Vous pouvez vous connecter via mon profil ou sur la page 100 leaders pour la planète. Et donc, écoutez, merci. Je vais clôturer ce webinaire et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux échanges et peut-être effectivement qu'on verra aussi dans les formations et chez E5T parce que c'est un milieu, c'est un écosystème ouvert et qui est toujours à la recherche justement de nouvelles forces. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.